La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 impose des changements importants dans la gestion des ressources en eau. Au-delà de la reconquête de la qualité écologique des cours d'eau, c'est la gestion quantitative qui est en jeu, notamment avec l'instauration des ZRE, zones de répartition des eaux. Ces ZRE, c'est des zones où il y a des déficits chroniques de ressources en eau, c'est-à-dire que chaque année, ou souvent, il y a des problèmes de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on prélève trop d'eau sur le milieu, et donc le préfet est obligé de prendre des arrêtés de restriction pour limiter les prélèvements. Donc dans ces zones de répartition des eaux, il est prévu, pour limiter cette crise, ces états de crise, de diminuer les volumes d'irrigation. Et c'est ce qu'on appelle la gestion collective, donc avec des volumes prélevables qui seraient définis par une unité de gestion. Le bassin Indre-Garonne est divisé en petits sous-bassins, et à chacun on allouerait un volume qui est plutôt en diminution. Donc vous comprenez que les irrigants ne sont pas très contents et qu'il y a actuellement un bras de fer entre l'administration et puis la profession agricole qui est très dure actuellement. Voilà sur cette carte-là, qui représente donc tout le bassin Indre-Garonne, vous voyez que par unité de gestion, il y a le rapport entre les volumes prélevables qui sont actuellement définis par unité de gestion et les volumes autorisés. Vous savez qu'actuellement, chaque irrigant a un volume autorisé chaque année. Et donc par unité de gestion, il y a un volume autorisé. Et quand on fait le rapport entre les volumes prévus dans cette nouvelle réforme par rapport au volume autorisé, vous voyez qu'il y a des zones en rouge ici, où on a une diminution des volumes de 50%. Donc ça veut dire que les irrigants auraient moitié moins de volume pour irriguer que maintenant. Quels seront les effets de ces volumes prélevables à la baisse? Alors sur ce panneau, on a étudié un petit peu les effets de trois choses en fait. D'une part du progrès génétique dans les 10 ans à venir. On a découpé un petit peu les zones de production du maïs en ce qu'on appelle un segment, c'est-à-dire en zone où les sols sont à peu près homogènes, à peu près, et avec un climat qui est à peu près aussi stable, et aussi où les systèmes de production du maïs sont à peu près homogènes. Donc c'est les segments, et sur ces segments, on a essayé de voir l'impact en 10 ans prévisible du progrès génétique 1, 2, du réchauffement climatique qui est en cours, vous le savez, on en parlera après, 3, des volumes prélevables dont je vous ai parlé là. Vous voyez que dans le sud-ouest, il y a beaucoup de rouge là. Ça correspond à des scénarios plutôt pessimistes parce qu'on pense que le progrès génétique, c'est déjà le cas, le progrès génétique actuellement sur les variétés de maïs, il est plus important pour les variétés précoces que pour les variétés tardives. Or, comme nous, dans le sud-ouest, on cultive plutôt les variétés tardives, bien évidemment, on pense que le progrès génétique, vous voyez, on l'a évalué pour les 10 ans à venir, à 1 quintal à peu près par an, alors que dans les zones nord, où il y a du vert, le progrès génétique est plus important. Deuxièmement, réchauffement climatique. Vous voyez qu'on a mis des moins pour le sud-ouest, des plus pour le nord. Pourquoi? Parce que déjà il fait chaud ici, plus dans le sud que dans le nord. Il fait plus sec aussi dans le sud que dans le nord. Et avec le réchauffement climatique qu'on prévoit, on prévoit que les températures vont augmenter un petit peu plus partout. Mais ça va être plutôt un plus ici pour le maïs, qui subit quand même un petit peu les températures pas assez chaudes. Et plutôt moins ici parce qu'on va arriver à des fortes températures très fortes, donc qui vont plutôt un petit peu pénaliser le maïs. D'autre part, il va y avoir, on pense qu'il y aura moins de pluie ici aussi par rapport à ici. Donc globalement, on pense que le réchauffement climatique aura plutôt un effet à terme plutôt négatif pour le sud-ouest, plutôt positif pour le maïs dans le nord. Schématiquement tout ça. Troisième impact des volumes prélevables, on en a parlé, réduction forte des volumes prélevables prévus. Donc on pense que tout ça, bon, ça va avoir un impact beaucoup plus fort aussi dans le sud-ouest, dans le bassin Indre-Garonne que dans la région centre. Ou que dans la région centre essentiellement et puis dans le nord. Voilà. Donc globalement, si vous voulez, si on se projette dans les 10 ans, en termes de rendement exprimé en quintaux par hectare par an, vous voyez qu'on est plutôt beaucoup plus touché ici dans le sud-ouest que pour le maïs, que effectivement dans le nord. Bon, donc il faut essayer de nous adapter par rapport à tous ces problèmes-là. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer là. Donc, ici, je vous parle des fonctions de production. C'est quoi? Elles existaient par le passé, mais on est en train de les mettre à jour. C'est quoi? C'est la perte relative de rendement par rapport à la perte relative de consommation en eau. Autrement dit, on a par exemple ici, on a des courbes pour différentes espèces. Si on a 20% de perte de consommation d'eau, globalement, on perd pour ces cultures-là 20% de rendement.
C'est ça que ça veut dire. Et vous voyez que blé, sorgho, maïs ont à peu près la même réponse à l'eau. Alors, on pense qu'effectivement, le maïs, par le passé, il était plus bas, il était plus sensible. C'est-à-dire que pour une même perte de consommation d'eau, on avait une plus forte perte de rendement sur le maïs que sur le blé ou que sur le sorgho. Actuellement, le maïs a regagné blé sorgho. Ça veut dire que le progrès génétique qu'il y a eu pour faire produire plus du maïs, il a aussi joué sur la tolérance. Voilà. Donc ça, c'est un aspect positif, ce qui est marqué là. Ce qui veut dire aussi, actuellement, le maïs souvent est irrigué, ce n'est pas toujours le cas, comme ici, mais souvent on le conduit pour produire de forts potentiels de rendement. On pense que par l'avenir, à cause de cette tolérance qu'il aura gagné un petit peu, il y aura une place pour un maïs pas toujours bien irrigué. Donc segment par segment, comme je vous ai présenté là, on est en train de faire des études économiques pour voir si du maïs avec pas complètement bien irrigué pourrait aussi avoir sa place dans les systèmes de production. Bon, un poster pour montrer que pour produire 1 kg de maïs, il faut 460 litres d'eau. Bon, c'est un chiffre qui plaît actuellement beaucoup. Les gens sont très friands de ce genre de choses. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vous le montre. Bon, 460 litres pour produire 1 kg de maïs. Vous en pensez ce que vous voudrez. C'est relativisé par rapport aux autres espèces qu'il y a là. Bon, voilà. Comme on est pressé, donc on va aller plus vite. Voilà, des choses intéressantes. Alors, on a étudié ici le réchauffement climatique les années passées. Vous voyez qu'on l'a étudié sur les températures. Vous voyez que sur les températures, on a étudié ici l'évolution des dates des stades calculées pour un maïs très tardif, semé le 15 avril. Donc vous voyez qu'on l'a étudié sur la floraison, des années 59 aux années 2009. Vous voyez que la floraison, ça florisait avant, très tardif semé le 15 avril, il aurait fleuri plutôt vers le 21-31 juillet. Maintenant, il fleurit grosso modo le 11 juillet. On a gagné à peu près une vingtaine de jours là quand même. Hein. C'est énorme. Hein, bon. Vous voyez que c'est pareil pour les stades d'humidité. Et on a gagné à peu près 3,7 points d'humidité depuis 86. Donc ça, donc ça veut dire des cycles qui sont beaucoup plus précoces. C'est vrai à Mont-de-Marsan, c'est vrai à Pau aussi. En irrigation, on a un stade repère d'arrêt d'irrigation pour le maïs chaque année, qui est le stade humidité du grain 50%. On a essayé de voir là, avec le réchauffement climatique pour différentes dates de semis, différentes précocités, que ça faisait. Si on prend tardif, semé le 1er avril, vous voyez qu'il arrive à un stade en médiane, donc en année médiane, il arrive le 18 août, donc au stade d'humidité du grain 50%. Un maïs tardif semé le 1er mai, vous voyez qu'il y arrive donc le 3 septembre. Ça veut dire qu'on a un mois de décalage de semis, ça veut dire 15 jours à la fin, au mois d'août. Donc ça veut dire que le fait de semer un mois plus tôt, mais la campagne d'irrigation va se terminer 15 jours plus tôt, donc ça aura un impact effectivement sur les irrigations aussi. Et vous voyez que l'impact de la précocité, à date de semis équivalente, c'est à peu près 5 jours sur la date d'arrêt d'irrigation. Donc on a intérêt effectivement à semer tôt, des variétés tardives bien sûr, hein, pour essayer de profiter du fait qu'il fasse plus chaud. Voilà. Donc c'est ça là un petit peu le discours, c'est de dire semons tôt et puis augmentons un petit peu la tardiveté, ce qu'ont fait les agriculteurs d'ailleurs depuis donc le réchauffement est en cours. Alors un climat plus chaud mais aussi un climat plus sec. On a mis ici le cumul de TP de 10 feuilles à humidité de 50%. Ce cumul de TP ici, vous voyez qu'il a tendance à augmenter depuis les années 80 aussi. Donc ça se réchauffe et le TP augmente aussi. Les pluies, vous voyez, elles varient beaucoup. Bon, il y a une petite tendance à ce qu'elles baissent, mais ce n'est pas très marqué. La variabilité est très forte. Bon, voilà. Voilà, donc il fait plus chaud, il y a plus de TP, et la pluie est à peu près la même, on dira pour l'instant. Voilà. Et donc, au niveau des besoins d'irrigation, voilà où on en est, au niveau des besoins d'irrigation, qu'on a calculé donc à Mont-de-Marsan, vous voyez sur ces sols-là, et puis donc c'est pareil un petit peu donc à Marmande, sur le sol d'alluvion. On a des modèles pour calculer ça. Vous voyez qu'actuellement, pour bien arroser un maïs très tardif, il faut donc à Mont-de-Marsan 8 années sur 10, parce qu'en irrigation, on ne parle jamais de besoins médians. On essaie de couvrir les années sèches, mais pas hyper sèches, donc on travaille souvent en décile 8, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les 2 années les plus sèches, quoi. Et les besoins, vous voyez, à Mont-de-Marsan, pour bien arroser un maïs tardif, c'est 260 mm. Un demi-tardif, vous voyez qu'il faut une irrigation de moins, à peu près, pour un demi-tardif. Voilà.
regardez les besoins d'irrigation des différentes années. Vous voyez que ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Hein. Donc on nous demande souvent, vous posez la question, quels sont les besoins d'irrigation? Bon, soit on parle en fréquence, et vous voyez que ça varie beaucoup. On voit bien depuis les années 80 une tendance à l'augmentation. Bon, on le voit un petit peu mieux donc peut-être donc à Marmande, vous voyez, depuis les années 80, une tendance à ce que ça augmente un petit peu. Voilà.